Il faut comprendre que nos parents, en fait, ont grandi dans un environnement où il y a beaucoup de réalités qui sont aujourd'hui très vite dépassées. Je créais ma chance parce que à des moments où j'avais eu la chance de bénéficier de certaines offres, d'autres amis ne pouvaient pas en bénéficier parce qu'ils n'avaient pas les compétences. Il y a des gens qui vont nous écouter, je sais que vous nous regardez, qui vous dites voilà, c'est tellement des flotteurs qui se sont mis ensemble. Je voulais télécharger des mangas et j'ai constaté que Internet coûtait cher et qu'il fallait beaucoup d'argent pour télécharger les mangas. À partir du moment où tu crées quelque chose, tu vois des gens qui sont en train de faire ces choses-là et forcément ça te motive. Quel que soit le talent, quel que soit ce que tu as envie de faire, l'environnement compte beaucoup. Ce côté romantisé en fait du digital fait que les jeunes commencent mais ils n'ont pas en fait la patience qu'il faut pour pouvoir développer vraiment des compétences. « 650 000 heures, 3 900 semaines, 75 ans, c'est la durée moyenne d'un être humain sur cette terre. Et pourtant, un seul acte peut changer toute la trajectoire d'un être humain. Aujourd'hui, je reçois à ma table Blevenec. Bonsoir. Bonsoir. Ulrich Sossou. Bonsoir. Et Serge Baouillon. Bonsoir. Et je vais vous poser une seule question. À vous tous, qui êtes à ma table aujourd'hui. D'ailleurs, je suis Mylène Flika. Quel a été l'acte qui a changé à tout jamais votre vie, Serge? Merci pour la question. Bon, déjà, l'acte, je dirais tout simplement le fait de lire un livre, d'avoir lu un livre. J'ai répondu de façon brève. Maintenant, pour détailler, je dirais en fait principalement le livre La supercherie d'Ika de Seth Godin. Alors, ça, c'est un livre en fait qui m'a révélé vraiment que tout humain, autant que nous sommes, nous avons la capacité d'être des artistes. Avant moi, quand j'ai grandi, je croyais que les artistes étaient des gens qui chantaient ou bien des gens qui faisaient des dessins. Après, j'ai découvert en fait à travers ce livre que j'avais la possibilité d'être un artiste et qu'être un artiste, c'est d'être capable tout simplement de créer quelque chose qui n'existait pas ou bien tout simplement de prendre une initiative. Et dans le livre, il y a un thème qui est utilisé que j'aime bien, c'est le thème de sauter dans le vide. Sauter dans le vide, c'est-à-dire faire quelque chose sans forcément être en mesure de connaître tous les tenants et les aboutissants. Et donc faire quelque chose tout simplement pour le but de le faire. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que voilà, j'avais la possibilité de créer quelque chose et je n'étais pas obligé en fait de chercher des emplois, de déposer des CV, de déposer des trucs de gauche à droite et tout. Et que je pouvais, à mon échelle, à mon petite échelle, en fait, de créer quelque chose. Et cette chose-là allait pouvoir en fait fédérer des gens autour de moi. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est cette décision vraiment en fait qui a amené d'autres décisions qui entre-temps en fait ont changé ma vie. Ça me fait penser au livre de Malcolm Gladwell sur The Tipping Point, le point de bascule. Et pour toi, ton point de bascule a été ce livre-là, oui, la supercherie d'Ika de Seth Godin. Ouais. Et toi, à quel moment tu es sauté de l'avion? Bon, je dirais plutôt lorsque j'ai eu l'idée de créer un blog. J'entendais souvent parler des blogueurs et j'ai fait des recherches dessus. Et une fois, j'ai décidé de créer moi-même un blog. Mais bon, honnêtement, au début, mon objectif n'était pas de partager des ressources. Mais bon, je voulais plutôt avoir du trafic sur mon blog et monétiser avec Google AdSense. Toujours dans l'argent, toi? Voilà, bon, c'est ce qui m'avait motivé au départ. Et par la suite, je me suis rendu compte que ça ne marche pas comme ça. Et qu'il fallait vraiment être créatif et créer du contenu de très bonne qualité. Et j'ai décidé par la suite d'écrire des chroniques. Et j'écrivais les chroniques sur mon site et sur ma page. Et rapidement, j'ai percé, en moins d'un an, j'ai atteint 35 000 abonnés. Et je parle de 2017-2018. Ouais, et dans cette période-là, même les ACL Merrill étaient encore dans les 150 000 abonnés dans la période. Et par la suite, j'ai décidé de créer mon propre site web pour partager mes histoires. J'ai maîtrisé WordPress. Mais aujourd'hui, je n'écris plus des chroniques, mais des dizaines de milliers d'abonnés que j'ai gagnés durant cette période m'ont aidé à démarrer chacun de mes projets. Et beaucoup d'entre eux sont toujours parmi mes contacts, mes clients, mes abonnés, mes apprenants, mes élèves en coaching jusqu'à ce jour. Très intéressant. Je n'aurais jamais cru que tu étais parti d'une chronique. Ne cherche pas à connaître les chroniques quand même. Quel type de chronique alors? Là, tu viens de piquer ma curiosité. Je pense que j'ai presque supprimé toutes les traces. En fait, ça m'a vraiment pris du temps de supprimer les traces, mais à un moment donné, je ne voulais plus lire mes chroniques parce qu'à un moment donné, je publiais les chroniques en fonction de ce que l'audience aimait.
et j'écrivais une chronique et il y avait une partie érotique et ils étaient très intéressés et je m'étais rendu compte que c'est ce qui les intéresse le plus. Du coup, les mois qui ont suivi, je n'avais publié que des chroniques érotiques. Et c'est ça qui m'a vraiment aidé à atteindre 35 000 abonnés et mon groupe avait atteint 59 000 membres. Mon groupe, 59 000 membres. Mon chatbot, 85 000 utilisateurs. 85 000 utilisateurs. Et tout cela ont vraiment contribué largement dans tous les projets que j'ai lancés par la suite. Parce que par la suite, j'ai commencé à créer des chatbots pour des clients. Certains de mes lecteurs étaient mes premiers clients. J'ai créé ma plateforme éducative bleumaman.com. Des milliers de mes lecteurs étaient mes premiers apprenants. Et tout cela m'a propulsé. Quand je me suis lancé en crypto sur Telegram, des milliers de mes lecteurs étaient les premiers membres de mon groupe. Et c'est grâce à eux que des projets m'ont fait confiance et m'ont intégré dans leurs équipes pour que je travaille avec eux parce que j'avais une audience. Et tout est parti de là. C'est incroyable parce que toi, Ulrich, par contre, tu es aujourd'hui, je dirais, plus ou moins le pape des chroniqueuses et des chroniqueurs africains avec Tama. Le pape, comment? Disons que tu as créé le Vatican avec la plateforme Tama qui aujourd'hui recueille plus de 800 auteurs. Non, je ne dirais pas le Vatican parce que le Vatican, on va en pèlerinage, on ne reste pas là-bas tout le temps. Sur Tama, les auteurs sont là tout le temps. Donc. Ok. Et toi, dans ta vie, quel a été le tipping point? Je voulais télécharger des mangas et j'ai constaté que Internet coûtait cher et qu'il fallait beaucoup d'argent pour télécharger les mangas. Et voilà, donc il fallait trouver une façon de gagner de l'argent sur Internet. Et voilà, donc c'est là que j'ai commencé. Je dirais que, en fait, dans la réponse de Blevnek et de Serge, je me retrouve quand même parce que je me rappelle que j'ai lu beaucoup Seth Godin aussi au début. Je ne me rappelle plus trop quel livre. Et je me rappelle aussi que, en fait, quand j'ai commencé, c'était en écrivant aussi. Donc, en faisant du copywriting, etc. Et Seth Godin, c'est un bon exemple pour ceux qui veulent commencer. Oui, c'est clair que autant pour moi, l'écriture a été le point de départ de beaucoup de choses. Il a juste fallu que voilà, je crée un compte Facebook et que je me décide à raconter tout ce qui me passait par la tête, comme des opinions ou encore des histoires comme toi. Je pense que j'ai écrit aussi parmi les histoires les plus populaires en tout ce qui est érotique. Ici aussi, je sais que j'ai eu des histoires, des gens m'ont raconté des témoignages que je ne veux pas répéter à la caméra. Mais oui, je pense que j'ai beaucoup contribué à la santé reproductive et sexuelle des jeunes Béninois. Ça a réglé leur Ça se problème. coupe. Ça se coupe. Non, mais beaucoup plus sérieusement, il est vrai que l'acte qui peut changer une trajectoire peut ne pas être programmé. Et pour toi, je ne pense pas, Serge, que tu as su qu'en lisant, tu pouvais te retrouver aujourd'hui à la tête d'une agence créative. Et à quel moment est-ce que cette lecture-là s'est transformée en activité rémunératrice ? Alors, je dirais que, bon, d'abord, en fait, avant de lire Seth Godin, je lisais des livres. Pas autant de livres, mais je lisais quand même des livres et tout. Et je pense que, à un moment, ce qui m'a le plus aidé, parce qu'en fait, Seth Godin, c'est pas comme si j'ai lu, en fait, un secret, parce que, en fait, justement, j'ai prêté ce livre-là. Je l'ai, en fait, en 2 exemplaires, et je prête, en fait, un exemplaire, en fait, aux gens qui veulent lire. Et j'ai prêté ça à plusieurs personnes, mais je ne les ai pas vus en fait transformer pour autant. Donc c'est pas le secret de la transformation n'est pas dans le livre. Je pense que ce qui a permis en fait la transformation est dans le livre, mais tout le secret n'est pas dans le livre. Ce qui m'a vraiment permis, c'est que le livre m'a donné en fait les bases. Et après, dans un environnement aussi, dans notre environnement aujourd'hui, on peut avoir l'impression que bon, voilà, il y a beaucoup de créatifs finalement. Il y a Mylène, il y a beaucoup de personnes en fait qui font des choses. Et à partir du moment où tu veux innover, à partir du moment où tu veux créer quelque chose, tu vois des gens qui sont en train de faire ces choses-là et forcément ça te motive. Moi, en fait, c'est ça qui m'a motivé. C'est vrai que, bon, 2018, c'est récent quand même, en fait. Mais bon, moi, ce que je dis, en fait, c'est 2016-2018. Donc, dans cette période-là, justement, j'ai vu, en fait, le site web de Mylène, j'ai vu, en fait, ce que Blevnek faisait avec son chatbot et tout. Et c'était de petites actions, mais ça m'avait montré justement que, en fait, Serge, tu étais dans le déni complètement parce que ce que tu viens d'apprendre, bah, en fait, les gens font ça en fait à côté de toi. Il y a Mylène qui fait ça, il y a Blevnek qui fait ça, il y a telle personne qui fait ça, et ainsi de suite et tout. Donc, il y a ces choses-là en fait qui m'ont appuyé, en fait, qui m'ont révélé que en fait, ce que le livre dit, c'est pas étrange, c'est vrai, c'est réel. Voilà des personnes qui font ça, donc tu peux le faire.
Et donc, c'est justement ça, ces choses-là, je vais dire. Donc, si je vais en fait vraiment aller en fait dans le fond, je vais donner en fait finalement beaucoup d'autres choses. Mais finalement, en fait, c'est le livre, mais que ces choses en fait ont accompagné pour pouvoir rendre en fait complètement vrai dans ma tête. Et à partir du moment où en fait c'est devenu vrai dans ma tête, en fait, c'est plus facile et tout. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu en fait à ta Non, question. je vois ce que tu veux dire. Ce que je pense, si je reformule, c'est que le livre a été l'ouverture de ta créativité, Voilà. mais le fait d'avoir des modèles autour de toi Très a rapidement, permis... en fait, voilà. T'a permis, mais contrairement à toi, je pense, Ulrich, tu n'as pas eu à l'époque où tu t'es lancé, je pense que c'était au temps des dinosaures, tu n'as pas eu justement ces modèles locaux, je vais dire. Non, effectivement, je n'ai pas eu de modèle, ni locaux, ni ailleurs. En fait, il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens, effectivement, qui étaient dans le domaine. Je me rappelle, je ne sais plus c'était qui m'avait interviewé et tout, et la personne me disait « Ah, donc tu as appris sur le site du zéro ?» J'étais le site du zéro n'existait pas. Non, c'était Open Classroom, voilà. Ça n'existait pas. Même quand ça s'appelait site du zéro, ça n'existait peut-être pas encore et tout le reste. Donc, la personne m'a regardé bizarrement. Je pense que c'était une journaliste ou un truc. Donc, ça avait juste brisé son narratif de la personne, du jeune Africain qui a appris ça sur Open Classroom, etc. Et tout le reste. C'est quand même une histoire un peu marrante. Donc, oui, il n'y avait pas vraiment d'exemple et tout africain. Mais il y a des gens dont j'ai appris, des gens comme Seth Godin, des gens que j'ai rencontrés sur Internet, que je connaissais personnellement et tout, chez lesquels j'ai appris des trucs et qui ont été quand même des exemples d'une certaine façon. Il y avait aussi d'autres jeunes avec qui on traînait au cyber, etc., qui ont quand même formé une certaine communauté de téléchargement de mangas et de films. Donc, c'était juste la motivation pour être au cyber et tout, pour juste être sur Internet et faire quelque chose de sa vie sur Internet. Blivenek, Oui. j'en viens à toi. Est-ce que tu as eu des modèles, justement, dans cette activité que tu t'es vu lancer après avoir débuté ton blog? Oui, j'ai eu des modèles. Si je m'en rappelle bien, quand j'avais commencé avec mes chroniques, il y avait une chroniqueuse qui s'appelait Jifa. J'ai oublié. En fait, je n'étais pas en contact avec elle, mais elle m'a fait de la publicité. Et beaucoup de personnes étaient venues s'abonner à mon compte, mais je n'étais pas en contact avec elle-même directement. Quand j'écrivais à son compte, c'était en quelque sorte son CM qui répondait. Donc, c'est comme si c'était son CM qui a tout géré et elle m'a fait de la publicité dans ces canaux et ça m'a vraiment, vraiment boosté sur ce côté-là. Maintenant, quand j'ai démarré avec WordPress, il y a, je ne sais pas si vous connaissez Brice de AWS, Brice Boyo, qui m'a beaucoup aidé parce qu'avec WordPress, je voulais créer des sites web, je voulais faire des choses. Et un jour, il m'a envoyé un message sur Facebook. Il m'a demandé si je suis disponible. Il a dit oui. Il a dit qu'il est en train de créer un site web pour une dame, un site e-commerce, et qu'il a besoin de quelqu'un pour publier les produits. J'étais à Zoboroué et je lui ai dit, OK, je viens. Je n'avais pas l'argent de Zem. Il m'a dit, viens, je vais te payer l'argent de Zem. J'ai pris Zem, je suis parti. Et c'était la première fois que je publiais des produits sur WooCommerce. Donc, je publiais les produits, je prévisualisais, je voyais que ça s'affichait sur le site web, quoi. Et même comme sur Amazon, etc. Je me disais, ah, waouh, c'est intéressant. Donc, quand j'étais rentré, la première chose que j'avais commencé à faire, c'est d'installer moi-même WooCommerce sur WordPress et de voir comment publier des produits. Je me suis dit, ah, OK, donc c'est comme ça, on peut créer un site e-commerce avec WordPress. Et côté WordPress, création de mon site, Brice m'a vraiment beaucoup aidé, m'a beaucoup inspiré de ce côté parce qu'il travaille avec des clients sur des projets et même Afrimap, il m'avait mis sur son projet Afrimap, création d'une plateforme un peu comme les coins Afrique dans le temps. Et on était déçus ensemble. Bon, c'est vrai, le projet Afrimap n'a pas eu du succès par la suite, mais quand même, ça m'a propulsé, ça m'a vraiment montré qu'on peut faire beaucoup de choses. Mais en fait, ce que je comprends là dans ce que tu me dis, c'est surtout que quel que soit le talent, quel que soit ce que tu as envie de faire, l'environnement compte beaucoup. Que ce soit avec Steve, que l'environnement soit des personnes qui fassent déjà ce que tu fais, ou avec toi, un ami ou un proche qui soit te recommande ou encore qui soit te fait venir sur un projet qui te permet d'apprendre et d'être propulsé, ou encore dans le cas d'Ulrich, voilà, une sorte de communauté de personnes qui vont dans un cybercafé, se retrouvent pour surfer. Oui, bien sûr que l'environnement compte beaucoup.
parce que, bon, au même moment, bien avant Brice, j'étais dans des forums, j'étais dans des communautés sur Internet. Et en fait, si je n'étais pas très actif dans ces communautés, j'allais peut-être laisser tomber ces passions et passer à autre chose. Je m'en souviens, j'étais tout le temps enfermé dans la chambre et parfois ma grand-sœur me dit « Mais toi, c'est vrai, le temps est dur, mais je connais des camarades, des jeunes qui ont ton âge, mais qui font des jobs quand même pour s'en sortir. » Mais moi, je savais ce que je voulais faire. Je lui dis « Patiente-toi, tu verras bientôt. » En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand moi j'avais mon bac, j'ai dit à ma mère que je vais créer un site de téléchargement de musique. Que c'est ce que j'ai envie de faire, mais comme on n'avait pas les moyens pour m'inscrire, j'allais apprendre cela plus tard. Donc, elle me forçait à faire l'UNS, École normale supérieure de Porto-Novo, et je refusais. Et j'ai constaté qu'elle avait peur de laisser un petit Pour elle, j'étais encore petit. Elle avait peur de me laisser partir sur le campus parce qu'on lui aurait dit que c'est dangereux, tout et tout. Et quand j'étais venu, je me suis dit, OK, je vais créer mon site de téléchargement de musique. Dans la même période, j'utilisais WordPress et Google Drive pour stocker des chansons pour des jeunes. Puis il y avait des jeunes chanteurs dans le temps. Et je prenais de l'argent chez eux. Et je mettais leurs clips, leurs singles sur mon site web. Et je leur donnais un lien qu'ils partageaient sur Facebook pour demander à leurs amis de télécharger. Donc ce n'était pas vraiment un site de téléchargement de musique. C'était juste une page avec un bouton, un fichier qui est sur Google Drive. Et des jeunes m'avaient payé pour ça. C'est un site, là. Et on télécharge la musique. En fait, ce n'était rien comme, comment on les appelle, j'ai oublié le nom. Il y avait certains sites comme ça qui étaient très populaires au Bénin dans le temps. Voilà, exact. Voilà, c'était ce que j'avais envie de faire. Et bon, je m'inspirais d'eux et j'entrais directement en contact avec des gars que je connaissais. OK, je peux mettre ta chanson sur mon site, et ils me payaient des billets. Et je me suis débrouillé avec. Mais j'ai une question là. Pour vous tous, que ce soit Serge, toi, Blévenec ou encore Ulrich, est-ce que vos parents vous ont aussi envoyé des offres de la fonction publique pour vous demander d'aller postuler? Oui, bien évidemment. Je reprends en premier. Oui, bien sûr. Ok, bien évidemment. Je pense que même jusqu'à présent, si j'avais donné en fait un peu la possibilité, je donne un peu la possibilité à mon père, il m'enverrait ça dès demain en fait. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que nos parents en fait ont grandi quand même en fait dans un environnement où il y a beaucoup de réalités qui sont aujourd'hui très vite dépassées. Par exemple, la réalité de l'université qui est dangereux, qui est en fait un lieu très dangereux. En fait, c'est une réalité qui est récente pour les parents, alors qu'aujourd'hui, en fait, l'université n'est plus du tout dangereux, en fait, comme c'était le cas avant. Mais pour un parent, c'est toujours le cas. Aussi, le fait que, par exemple, le fait de travailler à la maison, malheureusement, avec le phénomène de qui on sait aujourd'hui, le fait de travailler depuis la maison avec un ordinateur est très mal. De qui on sait, c'est quoi? Si tu parles de Voldemort? Non, je parle... Si on ne peut pas prononcer le nom. Non, en fait, c'est justement parce que je ne veux pas forcément en fait, donner en fait, un nom à ça pour accentuer ça. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est ceux qui font de l'arnaque en fait, sur Internet. C'est-à-dire ceux qui utilisent la connexion Internet pour pouvoir en fait, et faire les gaiements en fait, en griffe. Donc, ces personnes-là, aujourd'hui, ont un peu dénaturé en fait, l'image du jeune qui reste à la maison, qui a son ordinateur, qui travaille sur Internet. Sinon, finalement, en fait, les parents savent qu'aujourd'hui, avec un ordinateur, on peut travailler en ligne. Mais ils n'ont pas encore compris complètement en fait, la dimension. C'est un travail sérieux, il y a un contrat qui est derrière, ça peut permettre à quelqu'un de vivre de ça et tout. Donc, aujourd'hui, même quand tu dis à tes parents, bon, je suis référenceur web, je fais du référencement SEO, je fais du copywriting, c'est très étrange, ils ne comprennent pas du tout. Donc, pour eux, c'est que soit tu es informaticien ou bien tu fais de l'arnaque. Et si, entre-temps, ils acceptent que tu es informaticien, c'est tant mieux pour toi, quoi. Donc, pour moi, en fait, je suis informaticien pour mes parents et j'ai une entreprise à côté. Donc, c'est tout. Et après, quand mes parents me demandent, moi, je leur dis, bah, je fais de... Vous voyez, en fait, les affiches qui sont dans la ville, là, bah, c'est ce que je fais, quoi. Après, ils se contentent de ça. Sinon, les parents ne comprennent pas. Et moi, ça a été vraiment, en fait, la difficulté au début. Parce que quand moi, j'ai commencé, je cherchais de l'emploi, en fait. Je cherchais vraiment de l'emploi. Tout à l'heure, tu m'as demandé pourquoi... à partir du moment en fait, j'ai compris en fait, qu'il fallait lire un livre et tout, c'est justement parce que je cherchais tellement d'emplois que bah, je lisais en fait, des trucs, comment rédiger un CV, comment rédiger en fait, la lettre de motivation. Et tout ça là, en fait, m'a formé en réalité. Je cherchais tellement d'emplois que je me suis formé en fait, à la recherche d'emploi. Il faut te concentrer sur tes études pour avoir un diplôme, etc. Mais c'était juste ça quand même. Donc, après, ça marchait bien à la fin. Et voilà, donc j'ai pas eu trop ces commentaires, j'ai pas eu d'offres d'emploi et tout le reste. Ouais. Mais vous savez, on est à la table, on est à la table du Studio Lab, nouveau studio de podcast PodLab, qui a ouvert à Cotonou récemment, qui a été propulsé par le jeune entrepreneur Benito Sou.
Et c'est l'occasion aujourd'hui, je pense, pour un marché qui démarre quand même. Le marché du podcast est en train de démarrer petit à petit au Bénin, mais c'est intéressant de voir que nous sommes partis d'une quasi-inexistence en fait d'un marché de création de contenu où les parents ne comprenaient pas ce qu'on faisait, à aujourd'hui des structures qui vont ouvrir et qui vont permettre à ces créateurs-là de pouvoir exprimer leurs opinions, leurs idées et surtout de vouloir créer de la valeur sur le marché. Comment vous analysez par exemple les 10 dernières années qui sont passées depuis 2015 où... je me rappelle très bien, Yahi Boni a invité les gens du numérique et il y a eu une longue file à la marina. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, les anciens s'en rappellent. On était tous là-bas. Donc. Oui, bon. Je pense... non, mais c'est intéressant d'observer vraiment cette trajectoire-là. Comment toi, par exemple, qui a eu le temps de voir toutes ces vagues-là, comment est-ce que tu apprécies ce nouveau écosystème aujourd'hui? En fait, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se font. En général, donc que ça soit dans le domaine des podcasts ou tout ce qui est création de contenu. Et je trouve que c'est très bien. Pourquoi? Parce que, je pense que, comme on l'a tous dit, quand on a dit comment est-ce qu'on a commencé, etc., on a parlé de livres, on a parlé d'écriture, de création de contenu, etc. Donc, je pense que c'est quand même l'un des meilleurs moyens pour montrer aux jeunes Africains, béninois, comment accomplir des choses intéressantes. Donc, déjà, avec tout ça, toute la création du contenu, ils peuvent gagner de l'argent, etc. Mais aussi, c'est une façon de transmettre de la culture, de la connaissance, etc. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment super tout ce qui se fait. Je pense qu'on est qu'au début quand même. Il y aura beaucoup plus qui se feront dans les prochaines années. Oui. Ce que moi je vois, c'est que vous avez tous créé des audiences. En tout cas, Serge, tu as créé une audience. Blevenek, tu as créé une audience. Ulrich, toi, tu as plus créé un produit parce que voilà, c'était vraiment le côté tech. Tu as bâti des sites web pour tes clients, je crois. C'était bien ça. Et aujourd'hui, nous voyons que la création de contenu, en tout cas le podcast comme outil de communication a pris de l'envol. Et bon, on ressemble à des podcasts bro là. Bon, je vais dire peut-être 6 pour moi, mais... beaucoup de gens aujourd'hui vont avoir un sentiment de défiance envers les podcasts parce que tout le monde fait du podcast. Et au final, quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui des gens qu'on invite? C'est comme s'il y avait une sorte d'entre-soi. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui vont nous écouter. Je sais que vous nous regardez, que vous nous écoutez, qui vous dites, voilà, c'est tellement des flotteurs qui se sont mis ensemble, comme on dit en Côte d'Ivoire, pour raconter leur vie. On ne sait plus qui est qui. Je pense qui en parlait un peu plus. Tu parlais du scandale qu'il y a eu récemment avec Philippe Simo. Tu peux nous en dire un peu plus? Pas exactement du scandale Philippe Simo, en fait, malheureusement. Ce que je dirais concernant ça, justement, c'est que le fait, en fait, de voir, en fait, le développement des podcasts aujourd'hui, ça va créer ce qu'on va appeler, en fait, des avantages, mais également des inconvénients. Et les inconvénients, c'est ça, en fait, c'est que les gens viendront et vont raconter, en fait, du n'importe quoi. Parce qu'ils ont du mytho-telling, en fait. Ouais, du mytho-telling. Je pense que la dame s'appelle Bella quelque chose et tout. Et puis, elle a raconté qu'elle a une maison, en fait, aux États-Unis. Mais finalement, en fait, elle n'avait pas une maison aux États-Unis. Donc, c'est ça le buzz, en fait, qui a créé. Mais est-ce que à cause de ça, on va empêcher les gens de créer des initiatives comme ça? Je ne pense pas. Moi, je pense plutôt que ça, justement, ça ouvre la parole parce que si elle avait fait et puis c'était passé, en fait, inaperçu, là, on aurait en fait un gros problème. Mais là, en fait, dès qu'elle l'a fait, ce n'est pas passé inaperçu et beaucoup de personnes ont commencé par critiquer et tout, justement parce que Philippe Simo a quand même en fait une audience assez large, une audience en fait qu'il a pu créer justement grâce au podcast. Donc, quand quelqu'un vient et raconte du n'importe quoi, certainement les gens vont décrier et tout. Maintenant, est-ce que ça va représenter vraiment en fait un canal où les gens vont continuer à mentir? Je ne pense pas. Les gens ne pourront pas continuer en fait à mentir parce que en fait c'est quand même, en fait, il y a quelque chose, en fait, dont nous devons nous rendre compte, c'est que nous sommes ici en train de parler, moi je raconte mon histoire, je raconte son histoire, Blevenek fait la même chose et tout, mais les choses qu'on va dire, certainement si on nous réinvite, en fait, sur notre podcast, on ne pourra pas démentir ça, on ne pourra pas dire quelque chose qui ne correspond pas à ça. Donc en réalité, en fait, ça va forcer un peu les gens à rester sur un même narratif. Ils ne vont pas raconter, en fait, la même histoire, mais de façon différente, en fait, à des endroits différents, en fait. Donc, vous êtes obligé, à un moment, en fait, de raconter, en fait, une histoire crédible.
Parce que si ce n'est pas crédible, tu ne peux pas répéter quelque part d'autre et tout. Donc, il faudrait que ça soit crédible et tout. Après, il y aura forcément en fait, des déviances. Bon, voilà, c'est à nous de faire attention à ça. Mais tu sais, Blevenec, je pense que de ton côté à toi, et je pense que Serge en parlait un peu plus au début, il disait qu'il y avait vraiment des jeunes qui vont faire de l'arnaque en ligne et qui vont ternir finalement l'image de ceux qui travaillent sur Internet, donc de ceux qui ont un ordinateur, qui sont à la maison. Et je crois que, tu sais, au début, l'image que j'avais de toi, c'était vraiment cette image de est-ce que cette personne-là est ce qu'elle est? Tu vois, et je suppose que beaucoup de gens aussi vont penser la même chose, que ce soit de moi, que ce soit d'Ulrich ou de Serge, en fait. Donc aujourd'hui, nous disons tous que nous gagnons notre vie en faisant ce que nous aimons grâce à Internet, mais jusqu'à quel point, en fait, ça se vérifie? Dans ton cas, toi, comment est-ce que tu as pu, convaincre et faire face justement aux doutes que les gens ont pu avoir par rapport à ta personne? Bon, en fait, je vais aborder le sujet de deux points de vue. Deux points de vue internes, genre avec ma famille, ensuite de l'extérieur. Oui. Avec ma famille, bon, j'étais avec ma sœur. Après le bac, ma mère était à Porto, mais elle prenait tout le temps de mes nouvelles. Elle voulait savoir vraiment concrètement qu'est-ce que je fais en fait. Et je lui avais parlé d'un projet de site de téléchargement de musique. Bon, ça, je l'avais bien expliqué, elle avait compris. Mais par la suite, elle me demandait, est-ce que le site marche déjà? Le projet, ce dont tu m'avais parlé, n'utilise pas le thème site, quoi. Si ça marche, je dis non, bon, j'ai laissé tomber finalement, je ne travaille plus dessus. Donc, elle me dit maintenant, qu'est-ce que tu fais concrètement? Et j'étais dans les cryptos à fond, mais je ne pouvais pas lui expliquer c'est quoi la crypto-monnaie, c'est quoi le Bitcoin. Alors, à un moment donné, j'étais dans une communauté et je travaille avec eux sur un projet. Comme je n'ai pas d'ordinateur, ils ont organisé une collecte de fonds pour m'acheter un ordinateur. Ils ont envoyé l'ordinateur et je n'avais pas les moyens pour payer les frais de douane. Donc, je l'ai appelé, je lui ai expliqué le problème que... Bon, en fait, j'ai dû utiliser un thème que je n'aime pas. Je lui ai dit, ce sont les Blancs qui m'ont envoyé ça. Les Blancs avec qui je travaille. Elle a dit, ah bon? Tu n'as pas osé. Bon? Les Blancs avec qui tu travailles t'ont envoyé un ordinateur. Oui, super. Donc, elle m'a aidé à récupérer l'ordinateur et tout. Et c'est à partir de là, genre, tout ce que je faisais, elle m'appelait parfois, elle me demandait, OK, les Blancs avec qui tu travailles là, ça va bien? Je dis, oui, ça va. Et c'est comme ça, bon, je l'ai... rassuré que je ne fais rien de mauvais parce que pour essayer de dire, OK, mon fils travaille avec des Blancs qui lui ont envoyé un ordinateur. Donc, certainement, ils l'ont trouvé très intelligent, il fait quelque chose de bien et tout. C'est une astuce pour tous les jeunes qui ont les questions voilà, là actuellement. Et maintenant, en ce qui concerne l'extérieur, les amis, les collègues, bon, en fait, je ne cherchais pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu gagnes tes bitcoins. en fait, dans le temps, moi, j'étais juste concentré sur moi. Et ce n'est qu'au moment où j'ai vraiment commencé à me faire rare dans des cercles d'amis, dans des groupes d'amis ou à l'université, que des gens m'écrivaient, prenaient de mes nouvelles, me demandaient « Oh, Blevenec, ce que tu fais là, c'est de quoi il s'agit concrètement ?» Et même récemment, en 2023, il y a un gars qui commentait une de mes publications sur Facebook. Il me disait « Je me rappelle bien que tu nous saoulais avec cette histoire de Bitcoin en 2018. En fait, donc, bon, je dirais en gros, du point de vue externe, je n'ai pas cherché à prouver quoi que ce soit, quoi. Et ce qui était plus important pour moi, c'était ce que mes parents pensaient de moi. Et par la suite, voilà, quoi, c'était mon ventre. Mais aujourd'hui, vous savez très clairement qu'il y a des jeunes qui vont être sur ComeUp, sur Fiverr, qui vont gagner de l'argent. En fait, je pense que ce n'est plus si difficile à croire qu'on puisse gagner de l'argent sur Internet. Mais pour un jeune qui habite au Bénin, par exemple, et qui a envie justement de gagner de l'argent sur Internet, quels sont les codes en fait? Quels ont été les moyens à travers lesquels toi, tu as pu justement générer un revenu qui te permette de vivre décemment à Cotonou? Sachant que on sait tous qu'il faut 1,5 milliard pour pouvoir vivre aisément. Pour avoir la référence. Mais voilà, dis-moi, quels sont les codes? Je ne vis pas encore. Tu n'es pas à l'aise, hein? Tu vis confortablement. Je ne vis pas encore. Non, mais beaucoup plus sérieusement, dis-moi. Bon, je vais le dire honnêtement, moi, je n'avais pas vraiment de plan. J'étais dans l'improvisation, en fait. Je me lançais dans quelque chose, ça marche, voilà, je continue. Je n'avais pas vraiment de plan défini, donc je ne peux pas forcément dire que voilà, j'avais un plan et je vous propose d'adopter ce plan, c'est ce qui va marcher pour vous. Pourquoi? Parce qu'à des moments donnés, j'ai eu vraiment de la chance. J'ai eu la chance d'être au bon moment
genre, au bon moment, quoi. Au bon endroit. Au bon endroit, exact. Au bon endroit, au bon moment. Et franchement, je ne peux pas inclure cela dans les codes. Genre, je ne sais pas s'il y a... Non, mais c'est quand même vrai d'admettre le rôle de la chance, Oui, en fait. mais je créais ma chance. Je peux dire que je créais ma chance parce que à certains moments donnés où j'avais eu la chance de bénéficier de certaines offres, d'autres amis ne pouvaient pas en bénéficier parce qu'ils n'avaient pas les compétences qu'il fallait pour pouvoir saisir ces opportunités en étant à ma place. Donc, mais bon, ce qui est plus déterminant, c'est de développer des compétences, se former, développer des compétences, surtout des compétences transversales, ne pas rester juste enfermé sur une seule chose forcément. En fait, quand je parle de compétences transversales, de ne pas rester enfermé sur une seule chose, je ne demande pas à quelqu'un, par exemple, qui fait la médecine d'aller apprendre le droit, c'est différent. Mais si tu as un jeune, et par exemple, tu fais de la rédaction web, rien ne t'empêche d'apprendre WordPress. Rien ne t'empêche d'apprendre WordPress. Si tu es un jeune et tu fais du design graphique, rien ne t'empêche pas la suite de te former en UI, UX design, par exemple. Voilà. Il faut apprendre plus de compétences et cela donne plus de chances de saisir n'importe quel type d'opportunité. Là, c'est Blé Vénère qui parle ou bien c'est le Blé Papa? Panaché. Non, mais parce que, très rapidement, tu peux nous dire ce que tu fais avec Blé Mama, qui est la plateforme de formation que tu possèdes. Bon, ce que nous faisons avec Bleu Mama, en fait, actuellement, l'objectif avec Bleu Mama, c'est d'aider chaque jeune, surtout les étudiants, à pouvoir avoir une source de revenus pour pouvoir gérer leurs besoins de base. En fait, je le dis, Bleu Mama ne forme pas pour être financièrement libre. L'objectif de base, c'est quoi? Si tu es étudiant ou un diplômé sans emploi, tu n'as pas forcément besoin d'aller faire quelques jobs très épuisants, tels que aide-maçon, par exemple, pour pouvoir gagner 500 euros, 200 euros, moins de 200 euros par mois. Genre, tu peux apprendre des compétences que tu pourras vendre en ligne sur Upwork, Fiverr, Freelance, etc. Comme aujourd'hui, on parle maintenant des monteurs vidéo, on parle des rédacteurs, on parle des développeurs de sites web, etc. On parle également du no-code. Et avec le moment, nous aidons les jeunes à acquérir ces types de compétences qu'ils peuvent monétiser en ligne. Mais du coup, Serge et Ulrich, quelles ont été, selon vous, les compétences qui vous ont permis d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Ok, je ne sais pas si Milik, tu me permets en fait de rebondir un peu sur ce qui Oui, est dit, vas-y. juste un petit truc. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui de les codes qui ont permis en fait à certaines personnes comme Blevnek et moi de quand même en fait nous en sortir grâce au digital, avec le digital en fait, on ne peut pas, il y a quelque chose en fait qu'on ne peut pas nier, c'est-à-dire ce côté innocence. L'innocence qui nous permettait en fait de faire tout ce qu'on pouvait faire et de ne pas forcément être dans une attente démesurée. Donc, je n'imagine pas qu'avec les chroniques, tu te disais, il fallait que je gagne de l'argent, beaucoup d'argent. Non. Tu te disais pas ça, tu créais et parce que les gens aimaient, tu adaptais ta ligne éditoriale en fonction d'eux. C'était également mon cas. Moi, je faisais beaucoup de choses au début, je ne facturais même pas qu'aujourd'hui, je vois des gens facturer ça et ça m'étonne. Je pense que cette innocence-là nous a permis en fait de développer très rapidement des compétences qui sont très utiles aujourd'hui. Mais aujourd'hui, malheureusement, les jeunes qui veulent entreprendre dans le digital ont perdu cette innocence-là. Ce qui fait que quand un jeune aujourd'hui veut s'intéresser au digital, il y a directement l'aspect argent qui est mis en avant. On te dit, tu veux gagner 1 000 euros en un mois, tu peux gagner 1 000 euros en 3 mois et tout. Et donc, finalement, ce côté romantisé en fait, du digital fait que les jeunes commencent, mais ils n'ont pas en fait, la patience qu'il faut pour pouvoir développer vraiment des compétences. Donc, c'est possible en fait, aujourd'hui de voir des jeunes qui ont 2 ans d'expérience dans le digital. Quand je dis expérience, c'est-à-dire qui traînent dans le digital depuis 2 ans, qui traînent dans le digital depuis 3 ans, mais qui finalement ne savent rien faire en fait, de concret. Parce qu'ils ont pris leur temps tout simplement à chercher à gagner de l'argent au lieu de chercher à apprendre quelque chose, à faire quelque chose. Donc, c'est vraiment là, en fait, moi, je dirais, en fait, ce qui m'a permis. Et j'aurais vraiment aimé, en fait, garder cette innocence-là jusqu'à présent. Parce que ça m'a permis vraiment d'explorer beaucoup de choses et d'apprendre énormément de choses. Donc, maintenant, pour répondre, en fait, à ta question, je peux me répéter ça, s'il te plaît. Non, je pense que Ulrich n'est pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Non, pas du tout. Pourquoi? Non, mais parce que tu le regardais et tout.
J'avais l'impression que tu n'étais pas trop d'accord. Non, c'est parce que ce qu'il disait était intéressant que je regarde. Ok. Mais est-ce que toi, tu penses que la question de l'innocence qu'il définit comme étant la recherche première de la compétence avant qu'elle ne soit une recherche pécuniaire, est-ce qu'elle a joué justement cette innocence-là a joué dans ton parcours? Oui, enfin, je ne sais pas si c'est de l'innocence déjà. Je ne sais pas trop comment définir. C'est pour ça que je l'écoutais et tout avec intérêt. Je dirais que oui, ce qui a joué dans mon parcours, c'est... Je ne vais même pas dire genre la recherche de la connaissance. C'est vrai qu'il y avait la recherche de la connaissance et tout, mais c'était plus de la découverte. La curiosité, tu veux dire? De la curiosité, voilà, exactement. Donc, juste découvrir des choses intéressantes, faire des choses intéressantes, etc. Donc, c'était vraiment ça, en fait. Ok, mais du coup, j'en reviens à Serge qui parlait justement des compétences qui ont pu créer ce renouveau, en tout cas, je ne dis pas renouveau charismatique, qui ont pu créer justement cette nouvelle vie pour toi. Quelles ont été ces compétences-là? Ok, la première compétence, en fait, a été l'écriture. L'écriture. Ouais. Moi, par exemple, je me rappelle quand moi j'étais au collège, je n'écrivais pas du tout. Je ne parlais pas correctement français non plus. Mais quand je suis venu en fait en troisième année et tout, j'ai commencé par développer une habitude en fait pour l'écriture. Donc grâce à WhatsApp, Dieu merci. Et j'écrivais en fait avec des jeunes femmes sur WhatsApp et tout. Et ça devenait... De la drague? Bah ouais, de la Ok. drague avec l'écriture même de poèmes et tout. Donc j'écrivais de longs poèmes et tout. J'écrivais même pour des amis. Waouh! Pour des amis, et mes amis me disaient bah, je suis en train de parler à cette fille-là, elle ne me répond plus. Est-ce que tu peux m'écrire en fait un test pour la forcer à répondre? Donc tu es un dealer de poèmes. Ouais, je peux. Authentique ou ouais, je peux Google? dire ça. Authentique. Wow. Bon, il n'y avait pas encore des trucs là aujourd'hui. Bon, j'avais pas en fait ce réflexe d'aller sur Google et copier des trucs. Donc j'écrivais moi-même. Donc je prenais des phrases de la fille et tout. Et j'écrivais en fait des poèmes avec ça. Si je prends par exemple le prénom là, ça me revient. Fleury par exemple. Je peux écrire en fait un poème en fonction. J'ai écrit beaucoup de poèmes à Fleury. Quel Fleury? Ah, Faut pas chercher à connaître. Faut pas chercher à connaître. Fleury, si tu nous suis, tes dossiers sont dehors là. Donc en fait, ça m'a vraiment aidé à écrire, donc à découvrir que, bon, en fait, finalement, je pouvais écrire. Et donc, j'étais en train de chercher des trucs. Cette histoire, j'ai raconté ça plusieurs fois. Finalement, en fait, j'ai trouvé en fait, une offre d'emploi où on cherchait des rédacteurs web. J'ai postulé, donc je rédigeais des métadescriptions. Bon, après, j'ai su que c'était des métadescriptions. J'ai rédigé des métadescriptions, des métatitles pour des sites pas très, très peu recommandables. Mais finalement, en fait, tout ça là m'a permis véritablement de comprendre qu'avec l'écriture, c'était une compétence. Bon, je ne savais pas que l'écriture, c'était pas une compétence. Je ne savais pas que c'était une compétence. Donc, finalement, j'ai découvert que c'était une compétence et que ça pouvait permettre en fait, à quelqu'un de gagner de l'argent. Et donc, ça, c'était la première compétence que j'ai développée. Après, j'ai développé de la compétence. Ça, on ignore souvent, mais c'est une compétence, le fait de savoir lire. Donc, ça, c'est une compétence vraiment que j'ai développée, la lecture. Donc, je pouvais lire, par exemple, un livre en une semaine et tout. À mon échelle, c'était vraiment intéressant. En 2 heures. Non, je lisais un livre en fait par semaine parce qu'il fallait rapidement retourner ça en fait à l'ambassade des États-Unis. Donc, c'était une compétence aussi qui m'a beaucoup aidé. Et après, comme l'a dit Blevnek, il faut très rapidement en fait passer en fait à la création de sites web. Moi, ça m'a vraiment aidé. Je suis rapidement passé à ça, à la création de sites web. J'ai commencé par créer du contenu sur les réseaux sociaux, animation de pages, Facebook et tout, et commencé par rapidement faire des publications sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi en fait, je disais tout à l'heure que je ne comprends pas pourquoi on devrait dire à un jeune, si tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, tu vas gagner de l'argent avant qu'il ne crée du contenu pour gagner de l'argent encore. Genre parce que moi, j'ai commencé sur Facebook à faire des posts. Bon, j'étais complètement ignorant de cette partie-là. Peut-être que si je l'avais su, ça m'aurait découragé parce que, bon, quand même, les 2 premières années, j'ai galéré, hein, parce que je faisais des posts, c'était 4 GM, 3 GM, tout ça. Ça ne marchait pas du tout. Donc, j'écrivais sur tout ça. Et c'est vraiment ça qui m'a permis également de construire quand même en fait une base de données. Moi, aujourd'hui, quand je prends mon Facebook et je remonte à des publications de 2018 et tout, j'ai écrit plein de posts. Comme même quand je vais sur mon WordPress et je vais voir en fait ce que j'ai eu à faire. J'ai écrit beaucoup de choses. Je vois mes erreurs, ça me fait sourire. Je vois en fait les fautes que je faisais au début, ça me fait sourire. Parce que tout ça, là, finalement, m'a permis en fait de créer quelque chose et qui représente en griffe en fait mon CV, quoi. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon livre, si je suis capable d'écrire un livre maintenant pour dire aux gens de prendre la parole sur les réseaux sociaux, c'est parce que, justement, c'est la seule chose que j'ai eu à faire, prendre la parole sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas cherché à gagner de l'argent grâce à la prise de parole, je n'ai pas cherché à trouver un emploi, je n'ai pas cherché à développer mon entreprise. J'ai pris la parole, j'ai commencé par parler, j'ai compris que, à travers la prise de parole, je pouvais toucher des personnes. Donc, finalement, en fait, ça m'a apporté tout ce que j'ai. Donc, c'est ça, je dis, innocence.
vous constaterez le glissement très élégant de produits sur la table. Il nous a parlé de son produit, donc n'hésitez pas à regarder. Prends la parole sur les réseaux sociaux, qui est ton récent livre. Et justement, Ulrich, parlant de prise de parole, est-ce que tu pourrais nous parler des compétences qui, toi, ont littéralement changé ta vie? Ouais, en fait, c'est pratiquement les mêmes parcours, je dirais. Donc, moi, j'ai commencé avec le copywriting. Et après, j'ai remarqué que les clients pour lesquels je concevais les tests des pages de vente et tout, ben, ils avaient besoin de pages de vente, de pages web et tout. Donc, j'ai appris à faire des sites web. Ensuite, WordPress. Après, j'ai commencé à faire des applications web et tout. Et après, j'ai fait d'autres types d'applications. J'ai créé mes propres entreprises, etc. Donc, en fait, ce que j'ai remarqué en général, c'est qu'il y a deux types de compétences principales. Il y a juste la capacité à s'exprimer, à faire passer des idées, à attirer des gens, à intéresser des gens et tout. Donc, pour nous, c'était principalement l'écriture et tout. Mais j'imagine pour des gens, aujourd'hui, on a des réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, etc. Il y a d'autres, ce sera la vidéo, par exemple, ou l'audio, etc. C'est juste la capacité à dire quelque chose et attirer l'attention des gens. Donc ça, c'est vraiment très important, je pense, parce que ça permet, quel que soit ce que tu as envie de faire dans le futur, de juste avoir cette capacité de vendre tes compétences et tout. Et ensuite, j'ai remarqué que très rapidement, la plupart de ceux qui réussissent, ils cherchent quand même des compétences un peu plus techniques. Donc que ça soit comment faire des sites web, en fait, comment utiliser des outils, quoi, comment faire des sites web. Aujourd'hui, comment utiliser des outils d'intelligence artificielle. En fait, toute chose, il faut quand même une certaine compétence technique. Mais ça peut être même, enfin, ça peut être quelqu'un qui est médecin, par exemple. Donc, une fois qu'il sait attirer l'attention des gens et il sait parler de sujets de la santé, par exemple, là, en fait, ça, il faut souvent cette combinaison. Donc, quelque chose de très technique qui sera utile aux gens et juste la capacité à exprimer cela clairement pour que les gens aient envie de t'entendre. Oui, justement, on parlait des codes un peu plus tôt. C'est comme si c'était une équation. Si tu veux réussir ta vie, en tout cas si tu veux atteindre le succès, c'est que tu dois attirer l'attention des gens et leur proposer quelque chose qui les aide réellement. Et toutes les compétences en réalité, que ce soit des compétences, comme tu le dis, dans tout ce qui est marketing, vente, ou je pense, Blevenek, tu as beaucoup parlé de compétences transversales également. Tout ça peut être rangé dans ces catégories-là. Et justement, le podcast est devenu ce médium-là où beaucoup de personnes peuvent attirer de l'attention. Je pense que tu parlais des Yakuza avec Oussama. Non, c'était pas moi. Ah, c'est Serge, effectivement. Non, mais c'est assez intéressant de voir comment des médias comme des réseaux sociaux, comme TikTok, ont popularisé vraiment ce format podcast-là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui se filment, qui donnent l'impression d'être en interview, mais en fait, ils sont seuls dans la pièce. C'est dingue. Mais ça marche. Et c'est ça, en fait. Et moi, j'ai une question à vous poser parce qu'on parle de compétences, mais on parle aussi d'intelligence artificielle aujourd'hui. Pensez-vous que l'acquisition de compétences est possible dans un monde où tout le monde peut plus ou moins fake la compétence en envoyant un prompt à Gemini ou à ChatGPT? Blevedek, qui utilise ChatGPT, Gemini? Dis-nous. Franchement. C'est une question, hein? Ouais, bon. En fait, actuellement, je ne suis pas capable de prédire quoi que ce soit. Parce que je peux me réveiller demain, on me dira que voilà, il y a une IA qui peut faire tout ce que tu es capable de faire. Donc, tu te sens en danger? Oui, je me sens en danger. Mais en fait, je me sens en danger. Mais il y a une chose dont je suis sûr, je sais vendre. Et je pense que savoir vendre, c'est la meilleure compétence actuellement. Savoir vendre n'importe quoi. Genre, pas forcément un produit digital, mais n'importe quoi. Savoir convaincre quelqu'un, savoir amener quelqu'un à prendre une décision, à la mettre dans la poche et acheter un produit. Et en fait, c'est actuellement la seule chose qui me rend vraiment confiant. Parce que je sais comment convaincre les gens, je sais gagner la confiance des gens. Et je pense qu'actuellement, c'est la seule compétence qui me reste avec l'intelligence artificielle. Oui, parce qu'au final, je ne sais pas trop ce que tu en penses, Ulrich. Quelle que soit la capacité de l'IA, c'est celui qui utilise l'IA qui détermine le résultat. Ouais, en fait, je suis d'accord. Mais en fait, je pense que
je dirais même pas que le truc, c'est par exemple savoir vendre et tout. Parce que, enfin, j'imagine dans le futur, on peut avoir des IA qui savent vendre et ça appelle les gens au téléphone. Ça essaie de les convaincre d'acheter un produit et tout. Mais je pense que c'est juste être un être humain qui partage ces choses, qui partage des blagues, qui partage, enfin, qui crée une communauté autour de soi, etc., qui a vraiment une audience de personnes qui ont envie d'entendre parler de lui, etc., qui vraiment arrive à juste être humain, au fait, genre simplement, en fait. Un peu comme quand Blevnek parlait de quand il a commencé, il écrivait juste des chroniques. Donc, comment je vais dire, l'objectif, c'était pas de vendre quoi que ce soit, mais au fait, c'est des compétences qu'on appelle de la vente aujourd'hui. Mais pour moi, c'est juste des compétences de quelqu'un qui est être humain et qui se crée une communauté autour de lui et qui partage des choses intéressantes que d'autres personnes ont envie de savoir, au fait. Et je pense que c'est la chose qui sera la plus difficile à faire pour les IA. C'est vrai que enfin, les IA, aujourd'hui, ont des compétences d'écriture, etc. Mais pour le moment, ils n'ont pas encore des compétences je sais pas, de marcher dans la rue et qu'on les voit et qu'on dit « Ah, Blevnek, comment tu vas ?» et tout le reste. Donc, je pense que c'est vraiment sur ça. Tu dis? Elon Musk te regarde. Oui, c'est vrai qu'Elon Musk a dévoilé récemment ces humanoïdes qui ont quand même fait un sacré buzz. Ouais. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de peur à avoir. C'est vrai que les gens vont perdre leur boulot et tout, mais je pense qu'il y a plein d'opportunités en général. Mais c'est vrai que quand tu parles de perdre son boulot, je pense que les gens dans la rédaction web ont été les premiers affectés avec ChatGPT et Gemini. Toi, Serge, qui est dans ce domaine-là, comment ça s'est passé en fait? Qu'est-ce qui se passe en ce moment de ce côté? Bon, les rédacteurs web perdent leur boulot grâce à l'IA, ça c'est une réalité. À cause de l'IA? Oui, à cause de l'IA, justement. Et beaucoup de personnes devraient se sentir en danger. Moi, je vais reprendre en fait cette citation-là. Je ne dis pas exactement, en fait, je ne me rappelle pas exactement de comment il l'avait formulé, mais je pense que c'est mieux de se sentir en danger par rapport à l'IA. Parce que à partir du moment où tu sais que tu es en danger, bah, tu n'es plus en danger, quoi. Tu vois. Donc, je suis d'accord avec Blevnek d'être en danger, de se sentir en danger grâce à l'IA, parce que l'IA est capable de tout faire. Et moi, je l'ai remarqué, il y a quelque chose en fait qu'on appelle les articles netlinking en rédaction web. Comme moi j'ai commencé, je pense que tous les rédacteurs web sont passés par là, quoi. C'est des articles en fait qui sont très faciles à rédiger. Il n'y a pas beaucoup d'exigences. Il y avait juste 2 liens en fait à intégrer dans l'article et tu rédiges. Bah, souvent tu es payé à 1,5 francs le mot, 2 francs le mot, 3 francs le mot. Les trucs là, les plus gentils vont te payer jusqu'à 5 francs, jusqu'à 10 francs. Mais c'est des articles en fait qui sont très rapides à rédiger. Quand l'IA est venue, ces commandes en fait ont cessé automatiquement. Parce que les articles netlinking, c'est comment? C'est que c'est des sites web qui veulent en fait des liens, des backlinks. Donc ils vont demander à des rédacteurs d'écrire des articles qu'ils vont publier sur des sites web d'annonces. Et ces sites web d'annonces en fait vont envoyer des liens vers eux. Mais bon, ça on n'avait plus besoin parce que tu n'avais pas en fait d'exigence de qualité. Ce que tu vas envoyer à l'autre, bon, tu t'en fous de la qualité, quoi. Donc, tu peux aller sur ChatGPT et générer ça rapidement. Donc, ces commandes-là ont cessé. Si aujourd'hui, il y a des rédacteurs qui continuent de rédiger des trucs de netlinking, c'est vraiment pour des sites premium, quoi. Mais pour les sites basiques, les commandes qui étaient beaucoup plus récurrentes ont cessé. Donc, ça, l'IA peut être capable, en fait. Moi, j'ai été vraiment marqué par ça, par ce type de commande qui a cessé. Aujourd'hui, par exemple, ce par quoi moi j'ai commencé la rédaction aussi a cessé. La rédaction de net et de métadescription et de métatitres, ça a cessé. Les sites n'ont plus besoin de trucs là. Et les sites érotiques, souvent, en fait, en demandaient avant. Au début, les sites érotiques en demandaient. Il y avait une liste, il fallait générer des trucs là. Et c'était rentable parce que c'était de petits trucs que tu pouvais faire rapidement, mais on pouvait te payer. Mais aujourd'hui, l'IA fait ça parfaitement. Donc, c'est vraiment, en fait, un danger. Maintenant, est-ce que je pourrais me prononcer sur l'IA? Je ne voudrais pas en fait m'aller sur ces terrains-là parce que cette vidéo pourrait être dépassée d'ici peut-être 2 mois, 3 mois parce qu'il y aura d'autres IA qui vont sortir. Mais ce que j'aimerais dire, ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention, la dernière fois j'ai fait une publication que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Je disais que ChatGPT rend paresseux et détruit les cerveaux. Et c'était réel. Quand je le disais, c'était réel parce que moi, je suis dans un contexte où en fait aujourd'hui je suis formateur, où je forme en fait des jeunes en marketing digital, tout ça et autres. Et quand je me vois en fait devant en fait ces apprenants, tu leur demandes en fait de te faire en fait une stratégie, quelque chose que tu leur as appris, hein. Ils vont aller sur ChatGPT, au lieu de se baser sur ce que tu leur as appris, ils vont aller sur ChatGPT pour demander de générer en fait une stratégie pour une entreprise qui est dans la commercialisation de temps. Et ChatGPT va générer.
et ça ne correspond absolument à rien. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé sur le truc qu'ils vont générer. Mais cette stratégie-là, est-ce que vous êtes sûr que c'est une stratégie qu'une marque peut implémenter, une grande marque peut implémenter? Je ne crois pas. Ce n'est pas possible. Et même si aujourd'hui l'IA est capable de générer des stratégies marketing, bah, ça ne veut pas pour autant dire que c'est de stratégies vraiment qu'on peut implémenter. Donc, moi, je pense que beaucoup de personnes sont en train de déléguer en fait ce rôle-là que leur cerveau a, de créer des choses créatives à ChatGPT. Et ce qui est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles d'IA à un jeune africain, 90%, 99% pensent directement à la génération de contenu. Génération d'images, génération de tests et tout. Alors que l'IA, c'est pas ça. Moi, j'aurais vraiment aimé en fait vivre dans un monde ou bien dans un environnement où les jeunes, quand on parle d'IA, pensent à Python. Pensent à comment faire pour créer en fait des IA par eux-mêmes. Au lieu de penser à comment faire pour aller demander à ChatGPT d'écrire un poème, comment faire pour aller demander à ChatGPT d'écrire en fait un truc. Parce que ces choses-là détruisent réellement le cerveau. Parce que c'est comme si tu délègues quelque chose que ton cerveau fait à ChatGPT. À un moment, ton cerveau va refuser de réfléchir parce que tu as trop habitué à ça. Si en fait, quand tu penses en fait à corriger un test, quand tu penses à rédiger un test, tu penses à ChatGPT. À un moment, bon, c'est normal que le cerveau ne pense plus à réfléchir quand il s'agit de rédiger un test. Le cerveau va plutôt penser à ChatGPT. Et comme il n'y a pas de ChatGPT, c'est fini, tu ne peux plus écrire. Mais c'est assez intéressant. Oui, je pense que tu as quelque chose à objecter. Ouais, en fait, par rapport à cette question, en fait, je suis souvent d'accord avec ce qui se dit, mais je ne suis jamais d'accord avec la conclusion, en fait. Je pense que c'est la chose que les gens ont toujours dit, en fait. Chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on dit toujours, ouais, ça détruit le cerveau, ça rend paresseux, etc. En fait, le truc, c'est que les êtres humains sont juste paresseux, n'ont pas envie de réfléchir, n'ont pas envie de travailler et tout. Et c'est juste la chose qu'on fait, au fait. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on veut accuser la technologie, alors que ça ne change pas grand-chose. Sinon, si le cerveau des gens devait être détruit, Facebook avait déjà détruit le cerveau même avant que les IA n'aient eu le temps de détruire le cerveau. Et même, tout à l'heure, on parlait, je n'ai pas eu la présence d'esprit d'intervenir et tout. On a parlé des gens qui racontent des mensonges sur Internet et tout. Ben, c'est juste parce que Internet montre qu'ils sont en train de le faire, parce qu'ils le faisaient déjà en privé dans leur maison et tout. Ce n'est pas Internet qui fait qu'ils le font, au fait. Donc, c'est juste, au fait, toutes ces façons de faire, c'est juste des êtres humains qui font les êtres humains, au fait. Ils agissent juste comme on devrait s'attendre que les êtres humains agissent. Et je ne pense pas que ça soit la faute à la technologie ou je ne sais pas quoi. C'est juste que la technologie permet d'apporter une lumière sur ce qu'ils faisaient déjà, en fait. Donc, des étudiants qui n'ont pas envie de faire leurs exercices et qui trouvent des façons de ne pas les faire. En fait, c'est la chose la plus commune, quoi. En fait, j'aimerais ajouter par rapport à la discussion de l'IA, parlant des menaces de l'IA. En fait, je ne parle pas en réalité de l'IA telle qu'elle est actuellement. Parce que moi, je pense plutôt à l'IA telle qu'elle sera dans 5 ans, 10 ans, en mode AGI, Artificial General Intelligence. Parce qu'actuellement, je pense que l'IA est encore à l'étape de Nokia ou Motorola à touche. Ouais. Et j'essaye de faire la comparaison. Genre, la différence qu'il y a entre les Motorola, les Nokia à touche et les iPhone 16 d'aujourd'hui, en fait, quand je fais la comparaison, je me dis, où est-ce qu'on sera avec l'IA d'ici 10 ans? Et là, je me sens vraiment menacé. Genre, en fait, quand je parle de menace, je ne parle pas de Gemini ou de ChatGPT fort qu'on a actuellement. Je pense plutôt à ce qui vient, quoi, ce qui vient dans quelques années. Je peux te rassurer, on sera tous morts d'ici là. Non, je pense, non, ce que je veux dire, c'est plus que la menace du climat, en fait, le réchauffement climatique est peut-être une menace, moi, à mon avis, qui est beaucoup plus grave à l'échelle planétaire que AGI. Mais je reviens sur ce que tu disais, Serge, par rapport à la rédaction web, parce que moi, je connais un jeune béninois qui s'appelle Ricardo Aranvlamé, qui a créé un outil qui s'appelle TestFost, qui clairement se positionne comme étant une agence qui vous permet de générer des tests SEO, des articles SEO, mais à partir de l'IA. Donc, l'idée, en fait, la proposition de valeur, c'est de dire, nous, en fait, on a créé cet outil-là qui vous permet tout simplement de générer autant de tests que vous voulez et on s'en fout si, voilà, c'est créé par l'IA et tout ça. Je te donne, je ne sais pas si tu connaissais. Ouais, mais je connais bien. Oui, bah écoute. Donc, par exemple, là, pour moi, c'est vraiment la première agence, ou bien en tout cas, la première initiative du côté de la rédaction web qui a su, non pas se positionner... en utilisant l'IA sans en parler ou se positionner en danger par rapport à l'IA, mais plutôt pour dire, nous prenons l'IA pour
créer un autre Créer type des- de service qui soit complètement adapté. Et toi, quel est le regard que tu poses sur des initiatives de ce type-là? Oui, moi je trouve que en fait, ce sont de très belles initiatives parce qu'il y a souvent en fait le problème de comment faire pour industrialiser en fait la rédaction web. En tant que rédacteur web, en tant que formateur en rédaction web, c'est forcément tu te retrouves à un niveau où tu te dis ben, est-ce que je vais continuer à rédiger des tests à 10 francs le mot, à 13 francs le mot quoi. Donc il faut industrialiser. Industrialiser voudra dire en fait intégrer vraiment le marché SEO. Et quand on parle de SEO, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit vraiment site web et tout ça, tout ce qu'on fait comme corporate, mais il y a vraiment en fait un vrai marché qui est derrière. Le marché black, c'est-à-dire le SEO vraiment, il faut tromper Google en fait. Ça c'est un marché qui est vraiment bien développé. Et pour se positionner sur ce marché-là, on peut vraiment en fait avoir des initiatives comme ça où on industrialise complètement en fait la rédaction web, où la rédaction web n'est plus en fait une question de réfléchir, écrire des tests, mais beaucoup plus trouver des hacks pour pouvoir générer le plus de tests possible. Voilà. Et c'est en cela que j'aime cette initiative-là. C'est quand même en fait une offre également que nous, par exemple, on propose en agence où on va dire, bah, si vous créez en fait un site web vitrine, on peut vous générer en fait du contenu sur ce site web-là grâce à ChatGPT. Maintenant, ces contenus-là, vous allez voir, en fait, ils appellent ça hybride. Hybride parce que bah, quand ChatGPT va générer ça, quand l'IA va générer, il y a un travail qui est fait derrière pour formater un peu, mettre les sous-titres, mettre les haches, pour que ça soit quand même en fait optimisé. Et donc, je pense qu'en tant que rédacteur web, et c'est en cela que j'encourage vraiment en fait l'utilisation positive de l'IA. En tant que rédacteur web, on ne peut pas dire bah, parce que l'IA détruit le cerveau, parce que l'IA fait là je ne vais pas utiliser. Il faut utiliser, il faut apprendre à utiliser. Moi, j'utilise en fait activement ChatGPT et j'ai même en fait un abonnement premium sur ça depuis 1 an maintenant. Et qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de faire des tâches que avant je faisais très manuellement. Par exemple, pour classer en fait une liste de mots-clés, pour pouvoir formuler en fait des titres d'articles en fait catégorisés par truc là. Je pouvais en fait par exemple envoyer sans le lien d'article, je lui demande en fait de générer en fait le titre de ces articles, de chacun de ces articles là, de les classer par catégorie, détecter en fait les catégories qui sont sur un site web et tout ça. Donc c'est des choses que aujourd'hui l'IA permet de faire. Donc en tant que rédacteur web, on doit comprendre que bah, y a quand même des tâches que nous faisions manuellement avant qui aujourd'hui, si on arrive en fait à utiliser l'IA à les faire, ça peut nous permettre en fait de rapidement résoudre cette problématique d'industrialisation de la rédaction web et nous permettre en fait de gagner davantage d'argent. Mais je pose la question à vous deux, Blevenek et Ulrich, et ça va être vraiment... On va un peu tendre vers la fin parce que voilà, cette discussion est partie dans tous les sens. Je pense que du côté du développement web, il y a quand même des outils, des outils de l'intelligence artificielle qui ont été développés. Je pense qu'il y a Copilot. Ouais. Il y a également... quel autre outil là? Il y a plein d'outils. Oui, il y a plein d'outils aujourd'hui. Donc finalement, qui vont développer du code, mais donc ça redéfinit clairement... oui, je pense qu'il y a un outil qui a été lancé récemment là, Devon, Oui. qui agit clairement comme un développeur et tout. Donc toi, par exemple, est-ce que tu te sens menacé quand tu vois des outils comme ça en tant que créateur Non, de pas produits? vraiment. Il n'y avait pas de développement web ou de code, enfin, de personnes qui écrivaient le code il y a 100 ans. S'ils disparaissent, Tu t'en fous. ouais, je m'en fous complètement. En fait, l'essentiel, c'est de créer des solutions qui répondent aux problèmes des êtres humains et tout. Il y a plein de façons de le faire. Si créer des solutions, ce n'est pas juste écrire du code, par exemple, il y a plein d'autres choses à faire. Donc, s'il y a c'est pas une IA qui écrit le code, c'est tant mieux parce que ça permet aux êtres humains de se concentrer sur autre chose. Et aussi par rapport à ce que Blevenek disait par rapport à l'AGI, moi je ne me sens pas menacé parce que là je suis sur Terre, il y a plein d'êtres humains intelligents avec qui j'aime interagir. Donc s'il y a des intelligences artificielles, ça fait qu'il y aura encore plus d'intelligence avec qui interagir et tout, donc ce sera encore plus fun, quoi. Entre amis. Ouais, en fait. Mais du coup, Blevenek, le mot de la fin. Je pensais que je devais intervenir sur... Oui, la effectivement, question. effectivement. Bon, en fait, moi, personnellement, concernant les IA qui pourront écrire du code, moi, je pense que ce sera une très bonne nouvelle, surtout pour nous qui sommes entrepreneurs. Je me rappelle, il y a de cela 1 an et demi, je travaillais sur un projet avec un développeur et il prenait parfois du temps, des semaines pour exécuter certaines tâches. Et tellement j'étais convaincu qu'il travaille sur d'autres projets que parfois, j'allais sur... l'app moi-même, je copiais le code, je collais dans ChatGPT et je lui envoyais le lien de ChatGPT. Je lui dis, voici la solution au problème que tu cherchais depuis quelques semaines. Peux-tu implémenter ça ce soir? Il me dit, oui.
je connaissais déjà la solution. Mais bon, je vais essayer de faire ça. Et là, j'étais convaincu que... Donc, voilà, il avait abandonné mon projet, il faisait autre chose. Donc, maintenant, on n'a pas besoin d'être un codeur soi-même en tant qu'entrepreneur afin de pouvoir superviser certains projets, afin de pouvoir même contrôler le code de ces développeurs, etc. En fait, il n'y a même pas assez de développeurs, donc... Ouais, donc au final, on a parlé justement des codes pour réussir en tant que jeune Africain, jeune Béninois, grâce à Internet. Et la question, c'était vraiment comment est-ce que je redéfinis et quelles compétences j'acquiers à l'ère de l'IA justement pour le faire. Et je crois que quand je résume vos 3 idées, c'est développe des compétences qui te permettent de mieux vendre et de mieux proposer aux gens quelque chose qui les aide. Ouais. Ça a toujours été le principe fondamental du business en soi. Et même quand je vois certains des exemples que Serge a donné de jobs qui ont disparu, pour moi, c'est des jobs qui ne devaient même pas exister. Donc, faire du netleaking, etc., c'est un peu comme si c'était du spam. Tu vois? Donc, mais les gens qui créent des choses qui apportent vraiment de la valeur, je pense qu'ils n'ont pas trop à s'inquiéter. Oui. Bon, au final, l'avantage, c'est que nous avons un monde composé à... Quand même, je pense que j'ai vu une étude récente qui disait que nous avons entre 70 et 80% d'êtres humains sur cette terre qui ne sont pas vraiment conscients d'eux-mêmes. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas un niveau de conscience et qui sont peut-être des zombies qui vivent au quotidien selon... Voilà. Je dis ça de manière assez harsh, mais l'étude prouve que tout le monde n'a peut-être pas cette conscience de lui comme il faut. Mais moi, ma peur ici, c'est est-ce qu'on ne va pas, avec déjà l'addiction aux réseaux sociaux, le téléphone, l'IA, est-ce qu'on ne va pas finalement devenir tout simplement des êtres plus ou moins addicts au divertissement, en fait? Est-ce qu'on ne va pas juste être des zombies en quête de dopamine? Ben, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Non, mais toi, je pense que... Non, moi, je vais laisser Serge répondre. Une façon différente de... Au fait, avant tout ça, là, avant le fait qu'on dise, OK, il faut aller au boulot le matin, travailler, etc., je suppose qu'à un certain moment de l'humanité, il n'y avait pas autant d'êtres humains et tout, donc tu pouvais juste marcher et avoir des fruits dans la jungle, etc. Donc, quand tu vas faire du reste de ta journée, tu t'amuses, au fait. Donc, on retourne peut-être à une époque on fait 10 enfants. Où on n'a plus besoin de... Exactement. Tout ça qui t'intéresse, non, mais le truc, c'est que la plupart le pays va mal et tu penses à ça. Le truc, c'est que ce qui était dommage, c'est que la plupart de ces enfants allaient mourir avant même d'avoir 5 ans. C'est un peu aussi ce truc-là. Donc, peut-être qu'on retourne juste à une époque où on n'a plus besoin autant des êtres humains pour travailler et tout, pour être au boulot de 6h du matin à 23h, etc., où les machines vont pouvoir remplacer ça et les êtres humains vont juste aller retourner s'amuser comme ils ont toujours fait pendant la majorité de l'existence de l'humanité. Quand toi, tu penses à ça, Serge, ça te déclenche quoi comme émotion? Bon, rien particulièrement. Moi, en fait, j'ai plutôt en fait, une vision un peu plus, je vais dire, je ne sais pas quel mot je vais donner à ça, mais un peu plus fermé en fait de tout ça. Je pense que c'est le monde qui est comme ça. Je pense que l'objectif global en fait de tous ceux qui sont un peu acteurs de tout ça, c'est justement de nous asservir. Ouais, donc comme je l'ai dit... Toi, tu penses au monde complotiste, Illuminati, non, je ne suis pas complotiste. franc-maçon. Je ne suis pas complotiste, mais je pense que beaucoup de choses aujourd'hui sont créées pour un but donné. Et ce but-là est souvent déguisé. Tu penses qu'il y a un agenda, c'est ça? Ouais, je pense qu'il y a un agenda. Je pense sincèrement qu'il y a un agenda. Big Brother is watching. Ouais. Je pense qu'il y a un agenda et chaque fois qu'il y a quelque chose, une cause, ou bien les gens en parlent et tout, il y a forcément un objectif qui est derrière que nous ne connaissons pas. Maintenant, je ne vais pas aller sur ces terrains-là. Je vais profiter pour faire mon autre mot de fin. C'est bien ça, non? En fait, moi, ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que à un moment, c'est là que je vais rejoindre en fait Ulrich, à un moment de l'humanité. Moi, j'ai grandi avec... Facebook est diabolique, il ne faut pas aller sur Facebook. Je voyais des pasteurs qui faisaient des prêches pour dire qu'il ne faut pas créer un compte Facebook. Aujourd'hui, les pasteurs sont sur Facebook. Mettez les cœurs. Mettre les cœurs, ils sont sur YouTube, font des lives et tout. Donc, malheureusement, peut-être nous avons remplacé peut-être ces personnes qui disaient que Facebook c'est diabolique. Si aujourd'hui, moi, je vais quelque part, je dis que l'IA est dangereux, c'est tellement peut-être que je suis comme le parent qui disait que Facebook est dangereux. Et il ne faut pas forcément en fait, s'aventurer sur ce terrain-là. Il faut plutôt en fait, rester dans la positivité, que chacun
puisse véritablement en fait être conscient de ce qu'il fait. Peu importe le travail que tu fais, peu importe le travail que tu fais, il faut vraiment en fait être vraiment fille ou bien fils de ton temps et profiter en fait des opportunités qu'il y a dans ton temps, profiter en fait au maximum sans diaboliser et surtout éviter les a priori, parce que les a priori sont finalement ce qui nous conditionne et nous amène à faire des choses que nous n'aimerons pas faire en fait finalement. Donc c'est un peu ça. Merci. Et Ulrich, quel serait ton mot de la fin? Mon mot de fin, je ne sais pas quoi dire. Ben, en fait, je trouve que la discussion était super intéressante et tout. Ce que je retiens, c'est que aucun de nous ne sait ce que l'avenir nous réserve et tout. Mais ce que je retiens aussi, c'est que en fait, nous sommes tous optimistes par rapport à l'avenir. Et je pense, comme Blevinek disait, en fait, moi aussi, une bonne partie de ma carrière, je n'avais pas de plan. Je ne savais pas où est-ce que j'allais. Mais au fait, il y a des choses qu'on fait au jour le jour qui permettent de s'en sortir. Donc, continuer d'être curieux, apprendre, essayer d'avancer très vite, être toujours là pour les autres, trouver des solutions, offrir des solutions aux gens, créer une communauté autour de soi, etc. Et je pense que si on le fait au jour le jour, tout ira pour le mieux. Merci beaucoup à vous tous. Ça a été une très belle discussion. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je ne veux pas dire ça. Alors, 650 000 heures, 3900 semaines, 75 ans et un seul acte qui peut changer votre vie. Vous avez suivi cette discussion avec Serge Mahouyan, Blevinek Martinien, Ulrich Sossou et moi-même Mylène Flika. Et déjà, je pense que c'est le premier acte que vous avez pu faire justement pour en savoir plus sur comment vous en sortir. Donc, il se peut que vous soyez bloqué en ce moment dans votre vie à vous demander qu'est-ce que je fais? Je viens de finir mes études. Ou encore, j'ai un business. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que je dois retourner au salariat? Ou encore que vous êtes employé, vous vous demandez si vous devez abandonner, vous reconvertir. Nous avons tous des doutes, mais nous avons également la possibilité, le pouvoir de changer nos vies. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Merci au PodLab Studio de nous avoir reçus ce soir et à très vite.